Petit aparté avant de commencer, comme vous avez pu le voir, F1 la loupe n'est plus, c'est Monsieur Loupe qui a pris le relais. Alors cela ne changera strictement rien pour vous, si ce n'est que le logo et certains assets visuels ont été et seront rafraîchis pour une identité qui me correspond davantage. Plus de précision dans un post communautaire que je viens de publier, j'espère en tout cas que le tout vous plaira. Et en parlant de marketing, 5 millions. C'est le nombre de likes qu'a reçu en 24 heures le compte Instagram d'un certain Lewis Hamilton, après publication de cette fameuse photographie, celle d'un homme en costume rayé avec son par-dessus devant la Casa Maranello et à quelques centimètres d'une Ferrari F40. Et voilà comment, en quelques clics seulement, la marque au cheval cabré est parvenue sans doute à exploser ses objectifs marketing pour l'année 2025. Le marketing, m'a-t-on dit un jour, c'est l'enthousiasme transféré au client. Or, l'enthousiasme emprunte souvent à l'excitation de ce qui fut, de ce qui pourrait être ou de ce qui n'est pas encore. Autrement dit, il ne s'appuie bien souvent sur rien de concret. En Formule 1, décuvé suite à une orgie mercatique, cela revient à laisser parler la piste. Et c'est là que les questions sportives s'installent. Traitez-moi donc de cynique ou d'irréductible pessimiste, mais j'ai beau retourner le problème dans tous les sens, j'ai toujours autant de mal à considérer ce transfert du siècle comme une brillante idée sportive. Et voici pourquoi. Alors, pour commencer, qu'on se comprenne bien, je suis avant tout comme vous tous, à savoir un fan de F1 qui fantasme des moments d'histoire. Mon ardeur était donc sans égale lorsque le 1er février 2024, l'annonce de la signature d'un contrat pluriannuel entre le plus grand palmarès de l'histoire et l'écurie de tous les superlatifs fut partagée avec le commun des mortels. Et quel ne fut pas mon engouement lorsqu'à partir du 20 janvier dernier, je vis les images mettant en scène avec une grande élégance les premiers pas d'un septuple champion du monde à Maranello. Et puis, qu'on se le dise, je ne doute pas que cette arrivée fera vivre à la catégorie reine du sport auto des moments d'une rare intensité sportive. En tant que téléspectateur, j'aime donc à penser que nous serons, quoi qu'il arrive, gagnants dans l'affaire. Mais comme toujours, tout est question de point de vue. Et si l'on se met quelques instants à la place de la Scuderia Ferrari, le futur duo de pilotes a de quoi inquiéter, particulièrement cette année. Et pourtant, au vu des personnalités et stades de carrière respectifs, bien des signes indiquent que la collaboration entre Charles Leclerc et Lewis Hamilton se déroulera dans des conditions humaines très respectueuses, un peu à la manière du duo Carlos Reutemann et Gilles Villeneuve en 1978 chez Ferrari, ou de celui composé par Niki Lauda et Alain Prost en 1984 chez McLaren. En d'autres termes, des pilotes au talent hors norme, mais qui n'en sont pas au même stade de leur carrière. Nul ne doute donc que la sagesse et l'élégance britannique de l'un, couplées à la bonne éducation et au respect de l'institution Ferrari de l'autre, sauront entretenir une relation saine, surtout si celle-ci se voit canalisée par une écurie à la structure organisationnelle plus saine que jamais et par un team principal qui connaît parfaitement ces deux anciens poulains. Sauf que le Charles Leclerc de 2024 n'est plus la nouvelle recrue que furent Gilles Villeneuve en 1978 ou Alain Prost en 1984. Sauf que Lewis Hamilton, au contraire d'un Carlos Reutemann, n'est pas dans la posture de l'hôte accueillant au sein de son équipe une jeune pousse. Et sauf que la Scuderia Ferrari n'est ni dans la position d'outsider de 1978, ni dans celle ultra-dominatrice de McLaren en 1984. Et cela, ça change tout. Je m'explique. On a souvent estimé que Charles Leclerc et Carlos Sainz formaient depuis 2021 la meilleure paire de pilotes de la grille, du fait de leur complémentarité. Je suis, pour ma part, partiellement en phase avec ce constat. Un duo aussi équilibré que celui-ci s'est certes avéré déterminant pour shipper la P3 à McLaren en 2021, résister à Mercedes en 2022 ou encore dépasser Red Bull en 2024. Toutefois, ces superlatifs, s'agissant de la paire Sainz-Leclerc, ne valent que si la voiture pilotée s'avère au-dessus du lot ou bien en dessous. Si, autrement, la dite monoplace se montre seulement, entre guillemets, capable de jouer les deux championnats au coude à coude avec d'autres formations et leurs pilotes, c'est là que les soucis commencent. Car dans ce cas de figure, dans l'optique d'un championnat pilote, deux sportifs d'une même équipe aux forces et faiblesses distinctes et finalement aux performances proches présentent l'inévitable défaut de se siphonner des points. Dans cette perspective, les complémentaires, quoique toujours redoutables dans la quête du trophée collectif, tendent plutôt à se neutraliser.
Demandez à Fernando Alonso et Lewis Hamilton ce qu'ils en pensent, et sans doute des images désagréables issues de la saison 2007 leur reviendront en tête. Et même si Leclerc et Sainz ne se sont jamais véritablement retrouvés dans une telle situation, les 4 saisons de collaboration entre le monégasque et son aîné espagnol ont tout de même laissé entrevoir ce qui, selon moi, aurait péché quand bien même Ferrari avait pu donner à ses pilotes les outils nécessaires pour jouer le Graal, notamment en 2024. 4 ans durant, l'ascendant sportif qu'a toujours cultivé Leclerc via un rythme exceptionnel sur un tour et une capacité à extraire toute la quintessence et plus encore de sa monoplace, s'est en effet heurté à la supériorité du clan Sainz sur le champ de l'intelligence stratégique, de la malice politique et du leadership technique. Il suffit de constater l'implication et l'influence immédiate de l'Espagnol dans le développement de ses montures telles que décrites dès 2021 par Laurent Mekies, l'ancien directeur sportif de Ferrari. Il suffit de se remémorer comment le Madrilène a conquis sa première victoire en carrière ou encore son dernier podium avec les Rouges au détriment de son coéquipier et ce, en jouant des coudes avec son muret. Et il suffit de se rappeler pourquoi James Valves comptait les jours avant de travailler avec sa nouvelle recrue. Les statistiques sont éloquentes, nous expliquait le team principal de Williams il y a peu. Si vous regardez toutes les équipes où il est allé et où elles ont fini, ce n'est pas une coïncidence. Alors pour compléter cette analyse, je pourrais, à franc renversé, vous donner pléthore d'exemples démontrant en quoi, au cours des 4 dernières années, Carlos a manqué de rapidité et de tranchant en piste, ou bien à quelles occasions Charles a semblé carencé en intelligence de course, en sens politique et en égoïsme profond. Toujours est-il que ces forces et faiblesses complémentaires ont abouti fin 2024 à une situation qui me paraît problématique et qui va à l'encontre de ce qui avait été prévu lorsque Mattia Binotto avait mis la main sur Carlos Sainz en 2020. Et oui, qu'on le veuille ou pas, Charles Leclerc, même en dépit d'un exercice 2024 remarquable, ne s'est toujours pas imposé comme un leader franc et incontestable au sein de la Scuderia Ferrari, simplement parce que son caillou dans la chaussure espagnole ne l'a jamais laissé le devenir. Il y a donc fort à parier et donc à craindre que cette mauvaise complémentarité, cette neutralisation, ce yin et ce yang se poursuivent et s'accentuent avec le nouveau voisin de garage de Charles Leclerc, un certain Lewis Hamilton, et ce, au détriment des points individuels et donc de la quête pour le titre pilote. Car les forces et les relatives faiblesses du septuple champion du monde, comparées à celles de Charles Leclerc, épousent plus ou moins les contours du trou laissé par Carlos Sainz chez les Rouges. En effet, l'aptitude historique du Britannique à fédérer une équipe autour de lui, à galvaniser son département technique comme il n'a eu de cesse que de le faire durant ses années Mercedes, et à gagner par opportunisme, pourrait se heurter aux difficultés croissantes du pilote en piste, notamment en qualification, surtout face à l'OVNI qui est devenu Leclerc dans cet exercice. Des difficultés dont je reste d'ailleurs persuadé qu'elles ne sont pas seulement liées aux affres d'une fin de cycle chez Mercedes et à une W15 incompréhensible, mais également au poids de l'âge et à une réelle peine à s'adapter à la réglementation post-2022. Il suffit d'écouter Martin Brundle, Andrew Chauvelin et Lewis Hamilton lui-même pour s'en convaincre. A l'inverse, la vitesse pure de Charles Leclerc, mise à l'honneur par une régularité enfin trouvée et une nette réduction des erreurs coûteuses en 2024, pourrait être freinée par sa fragilité politique persistante, illustrée dernièrement par une naïveté confondante à Las Vegas l'an passé face à la roublardise de Sainz et inacceptable à quelques mois d'une collaboration avec un vieux briscard de la politique. Une faiblesse dont son nouveau coéquipier peut bénéficier pour plaider en faveur de calls stratégiques qui favoriseront sa propre cause en course, ou pire, pour orienter le développement de la SF25 comme il lui sied. Or, et c'est là tout le problème, la politique au sein de la Scuderia Ferrari ne se limite pas à la tambouille interne, au muret, à l'usine ou au bureau de direction. Elle s'exprime surtout de manière farouche par le biais de toute une nation, italienne en l'occurrence, des médias transalpins et des tifosi à travers le monde. C'est la raison pour laquelle Charles Leclerc était brillamment parvenu à préparer le terrain en soignant sa saison 2024 et surtout en s'imposant avec l'art et la manière à Monza. Un exploit sportif à domicile, mais avant tout un message politique adressé à l'ensemble d'une communauté Ferrari qui devrait être plus que jamais acquise à sa cause, et donc indirectement un message à son futur coéquipier. Sauf que l'accueil plus que chaleureux réservé à Hamilton par les tifosi à Maranello 4 mois plus tard, et le retentissement médiatique, marketing et financier qui s'en est suivi, ont soudainement éclipsé cette frêle marque de leadership que Charles commençait à peine à inscrire. De là à orienter subrepticement le déroulé du championnat en faveur de Lewis, la jurisprudence Schumacher chez Mercedes a démontré qu'il ne fallait guère bercer dans l'excès de complotisme. Toujours est-il
qu'on est en droit de se poser cette question et qu'à partir de là, il conviendra d'évaluer si le pilote britannique pourra gérer les attentes placées en lui et si un Leclerc moins exposé que d'ordinaire parviendra à tirer son épingle du jeu. Dans tous les cas, l'arrivée de ce deuxième coq dans le poulailler Ferrari n'est pas de nature à conforter le premier dans sa fragile position de leader et qu'on le veuille ou pas, tout sera à refaire pour Leclerc sur la piste comme en dehors. Oui, après 6 saisons passées chez les Rouges. Ces 25 dernières années, tous les bons projets ont été construits autour d'un pilote de référence. Ferrari avec Schumacher, Renault avec Alonso, Red Bull avec Vettel et Mercedes avec Hamilton, nous rapportait Fred Vasseur en 2018. Mais peut-on décemment construire aujourd'hui un projet autour de Charles Leclerc tout en accueillant un tel monstre sacré ? Voilà alors ce qu'on peut craindre chez Ferrari dès cette année. L'avènement d'un duo si complémentaire entre une vitesse brute en quête de leadership et un leader en quête de vitesse brute qu'il force une fois de plus il predestinato à s'en tenir à son préfixe sans pour autant que son prestigieux voisin de garage ne parvienne à le soumettre véritablement en piste. Le problème est qu'une telle neutralisation, similaire à celle vécue au sein du cheval cabré depuis plus ou moins 4 ans, s'avérait inacceptable en 2025. Car, ne l'oublions pas, cette saison, dernière de l'ère réglementaire initiée en 2022, verra sans doute la convergence des performances entre les top teams que sont Ferrari, McLaren, Red Bull et Mercedes atteindre son paroxysme. Dans ce contexte, la Scuderia, Charles Leclerc et Lewis Hamilton ne doivent pas se tromper de cible. L'homme à abattre est et restera bien le champion du monde en titre Max Verstappen. Or, le Batave bénéficie chez Red Bull d'un atout décisif en vue de l'obtention d'une 5e couronne, une hiérarchie claire et nette en sa faveur. Par conséquent, et à moins que la SF25 soit à même de truster les 2 premières places à tous les rendez-vous dominicaux, et que l'association Hamilton-Leclerc soit à Ferrari, ce que le duo Schumacher-Rosberg était à Mercedes entre 2010 et 2012, eh bien je ne parierais pas sur un pilote en rouge pour prendre le trophée individuel cette année. Une réflexion qui d'ailleurs me conforte d'autant plus dans l'idée que le septuple champion du monde n'a pas seulement été recruté pour la beauté du geste par son ancien mentor, mais également pour remplir une fonction marketing pour l'entité Ferrari. Hamilton n'est sans doute pas étranger au plan stratégique 2022-2026 présenté par le président John Elkann lui-même et visant à accélérer la croissance de la marque via la sortie dès cette année de sa première voiture 100% électrique. En d'autres termes, l'entreprise Ferrari a voulu Lewis Hamilton. Mais la Scuderia en avait-elle vraiment besoin ? Alors cette analyse aux airs de chronique fiction s'appuie sur moult hypothèses, dont je sais d'avance qu'elles rebuteront certains d'entre vous. Donc, si vous souhaitez vous façonner votre propre opinion, voici quelques questionnements que je vous invite à explorer cette année et que je ne manquerai pas d'analyser lors de mes chroniques d'après-course. Quel est le niveau de compétitivité de la SF25 par rapport au reste de la meute ? Fort d'une certaine continuité, Charles Leclerc aura-t-il un ascendant sportif clair sur Hamilton lors des déterminantes 5 premières manches ? Leclerc a-t-il vraiment passé le cap pressenti en 2024 ? Sera-t-il capable de faire preuve d'une proactivité stratégique comme au Japon ou en Italie l'année dernière ? Ou montrera-t-il les signes d'impulsivité stérile comme à Las Vegas, voire du surpilotage comme à Silverstone ou Spielberg ? Combien de temps faudra-t-il à Hamilton pour s'adapter à la culture de travail latine de Ferrari, à un moteur non allemand et à une mécanique italienne ? Hamilton sera-t-il libéré de ses difficultés latentes en qualification une fois au volant d'une Ferrari ? Dans quelle mesure le style de pilotage similaire des deux hommes, qui privilégie un train avant très précis et une gestion maîtrisée de l'arrière dans les virages, jouera-t-il dans la direction du développement des futurs monoplaces ? Comment la presse transalpine couvrira-t-elle les différentes confrontations entre les deux larrons ? Et quelle sera l'attitude du management de la Scuderia en cas d'un duel dommageable à la saison de l'un comme de l'autre ? Retenez bien ces questions et répondez-y en temps voulu, et ainsi vous pourrez tracer les contours de cette association d'ores et déjà mythique. Merci d'avoir écouté cette analyse, j'espère qu'elle vous aura... Je vous invite à me partager dans la joie, le respect et la bonne humeur votre avis sur la question. Autrement, like, partage, abonnement, clochette, je vous laisse me rétribuer d'un soutien à la hauteur de votre envie. Allez, ciao!